Chers élèves, bonjour. J'ai choisi pour vous un poème intitulé Afrique de David Diop, un poète français contemporain d'origine sénégalaise. Ce poème a le mérite d'être à la fois très beau et très attachant. On va commencer par présenter les objectifs de la séance d'abord, qui viennent comme suit. On va découvrir ensemble les caractéristiques formelles et esthétiques du vers libre. On va essayer de comprendre et d'analyser un poème à travers ses procédés stylistiques et prosodiques. Je veux dire par prosodique, rythmique. Et finalement, on va sensibiliser, bien sûr, vous sensibiliser au thème de l'engagement et à la fonction sociale de l'écrivain. Bien. Passons maintenant aux pistes de lecture, c'est-à-dire les axes de lecture qu'on va adopter. En premier lieu, on va voir l'interpellation de l'Afrique et voir dans ce discours le discours de l'appartenance, le discours identitaire du poète. En second lieu, ça va être la prosodie de la souffrance. Comment est-ce que la forme contribue à expliquer et à nous faire sentir, à nous sensibiliser à la souffrance de l'Afrique. Et en dernier lieu, ça va être la métaphore de l'arbre ou l'image de la résilience. On va expliquer ultérieurement ce qu'on veut dire par l'image de la résilience. Sans trop nous attarder, on va passer maintenant à la lecture du poème et j'espère que vous allez m'accompagner avec cette curiosité littéraire qui vous aidera à mieux comprendre le poème et surtout à l'apprécier. Allez, bonne lecture à tout le monde. Afrique. Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes africaines. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connue, mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir à travers les champs répandus. Le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage, l'esclavage de tes enfants. Afrique, dis-moi Afrique, est-ce donc toi ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humilité? Ce dos tremblant à zébrure rouge qui dit oui au fouet sur la route de midi? Alors, gravement, une voix me répondit. Fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendidement seul au milieu des fleurs blanches et fanées. C'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse patiemment, obstinément, et dont les fruits ont peu à peu l'amère saveur de la liberté. David Diop, coup de pilon. Je vais vous demander maintenant de voir un peu, parce qu'en apparence, comme vous le voyez, on se dit, est-ce que c'est un poème ou bien un texte en prose? Pour dire qu'il y a un poème, nous devons nous attarder un peu sur la prosodie, c'est-à-dire les procédés rythmiques. Regardez bien. Est-ce qu'il y a des rimes à la fin de chaque vers? Observez bien le texte. On voit qu'il n'y a pas de rime. Est-ce qu'il y a des strophes qui peuvent nous permettre de dire que c'est un poème? Donc également, il n'y a pas de strophe. Est-ce qu'il y a un mètre? Est-ce que je peux compter le nombre de syllabes pour dire que c'est un alexandrin, un octosyllabe, un décasyllabe? Non plus. Il n'y a pas de mètre. Je regarde un peu la ponctuation. Est-ce qu'il y a à l'intérieur du poème des phrases ponctuées? On ne voit qu'un point à la fin. Donc, on est amené à lire le poème librement. Et l'écrivain qui a essayé de se libérer un petit peu de la contrainte de la versification
et de la contrainte de la ponctuation, comment écrit-il ce poème? Eh bien, il écrit librement. Si le poète écrit librement et le lecteur lit librement, hein, c'est-à-dire quelque part, il y a une intention, hein, il y a un choix d'écriture hein, fait par le poète pour donner à son poème cet aspect de liberté qui converge dans un seul sens, un seul mot, prononcé une seule fois d'ailleurs dans le poème, à savoir le mot la liberté. Donc, vous voyez bien que fond et forme se conjuguent ensemble pour construire le sens. On va essayer de schématiser un petit peu ce qu'on vient de dire et vous allez voir. Là, je reviens sur la question qu'on a posée, c'est-à-dire il s'agit d'un texte ou en prose ou en vers. Il s'agit d'un poème libre, d'un vers libre. On voit qu'il y a l'absence de rime, absence de strophe, absence de vers régulier, absence de ponctuation. Le poète se libère de tout, toutes sortes de contraintes, et de la versification et de la ponctuation. C'est un choix d'écriture. Il veut écrire librement, il veut laisser les lecteurs lire librement. Au sujet de quoi? De la liberté, et donc le fond, la manière d'écrire, et la forme, plutôt le fond, le sens, et la forme, la manière d'écrire, se conjuguent ensemble pour construire le sens. On va s'attarder un petit peu sur l'articulation du poème qui est, à mon sens, très importante hein, pour comprendre le poème. Je vois qu'il y a une première invocation, Afrique, mon Afrique. Par la suite, il y a une deuxième invocation, Afrique, dis-moi Afrique. Et je vois également qu'il y a là, au vers 17, il est marqué en rouge. On se demande qu'est-ce qui fait ce vers 17 parce que dans le premier moment, il s'adresse à l'Afrique. Il lui parle comme si c'était un être humain. Il dit « mon Afrique ». Elle lui dit « fils impétueux ». Il y a cet échange-là entre l'Afrique et le poète. Le poète lui parle et l'Afrique répond. On est dans une figure de style appelée prosopopée. Pourquoi? Parce que le poète fait parler l'Afrique qui est un pays, hein, c'est inanimé. Donc, dans le premier moment hein, où le poète intervient du vers 1 au vers 16, on est dans une situation d'énonciation, puisque le poète s'adresse à l'Afrique. Le deuxième moment, là où l'Afrique répond, c'est une réponse, elle lui dit « fils impétueux », c'est à partir du vers 18 au vers 24. Et vous remarquez bien que le vers 17 ne comporte ni le premier moment, ni le second moment. Pourquoi? Parce qu'on voit là qu'il y a un verbe conjugué au passé simple. Vous savez très bien, ce n'est pas le temps de l'énonciation, c'est le temps du récit. À ce moment-là, le poète intervient, non pas en tant que locuteur, mais en tant que narrateur. Il s'agit de la même identité, du jeu, c'est toujours le poète, mais le statut change, on est face au narrateur. Et là, on se demande que vient faire ce vers 17 à l'intérieur de ce discours-là. Eh bien, il nous prépare en tant que lecteur à la réplique de l'Afrique. De quelle manière elle va lui répondre. Je ne vais pas anticiper et commencer à expliquer parce que ce n'est pas le but dans cette partie-là. Juste, je voulais que vous remarquiez un petit peu comment fonctionne le discours et quelle est l'importance de ce vers narratif à l'intérieur du discours. Il n'est pas arbitraire, c'est un choix également d'écriture. Il joue un rôle important, et bien qu'il soit un seul vers à l'intérieur hein, de ce beau poème. Bien. On va récapituler un petit peu d'une manière schématique ce qu'on vient de dire. Donc, vous voyez, nous avons là le poème, la voix de l'auteur, donc l'énonciation. L'auteur, quand il parle, il intervient deux fois pour interpeller l'Afrique. On a une première invocation du vers 1 au vers 5. Il y a une invocation élogieuse du passé. Du vers 6 au vers 11, l'Afrique martyrisée, un passé assez proche. Dans la deuxième invocation, vers 12, vers 16, c'est l'Afrique humiliée. Il parle du présent de l'Afrique. Je reviens là pour dire qu'il s'agit là
du statut du locuteur quand il use le jeu, David Diop. C'est la même identité. Hein. Mais, vous voyez bien, ce n'est pas le même statut quand il dit et il parle au vers 17. Il devient plutôt un narrateur. À partir du vers 18 au vers 24, c'est la voix de l'Afrique. C'est elle qui intervient pour répondre au poète, puisqu'il s'adresse à elle. Il faut qu'il y ait une réponse, hein, logiquement. La réponse de l'Afrique, on lui a donné comme titre « Le combat pour la liberté ». C'est le moment de l'énonciation, c'est le présent, donc c'est le discours énonciatif. Nous avons donc un premier moment d'énonciation, disons au moment où le poète parle. Il y a le moment d'énonciation où l'Afrique lui répond et il y a le récit. Là, l'énonciation, elle est coupée. C'est le narrateur qui intervient pour nous préparer à la manière avec laquelle l'Afrique lui répond. Et c'est très important, vous allez voir par la suite. Eh bien, on va s'occuper des 5 premiers vers, à savoir Afrique, mon Afrique. On a parlé et on avait dit dans le schéma qu'il interpelle l'Afrique et dans ce premier moment du vers 1 au vers, disons, 5, il nous décrit l'Afrique d'une manière élogieuse. Qu'est-ce qui le montre? Il évoque un passé glorieux, en évoquant les fiers guerriers. Quand on parle de fierté, surtout au sens littéraire, fier c'est signe de dignité, hein, mais c'est également, c'est un sens littéraire de supériorité. Et la fierté hein, se lie hein, avec la supériorité. Hein. Ce sont des soldats qui sont courageux, qui sont braves, et donc qui sont connus un peu par leur exploit. Et vis-à-vis des grands-mères, de ma grand-mère, que chante ma grand-mère, la grand-mère envoie aux ancêtres, à ces ancêtres-là. Donc l'évocation de la patrie, hein, c'est également synonyme de fierté chez les anciens. Hein. Et voilà, il y a au vers 5, je ne t'ai jamais connu. Il dit qu'il ne l'a jamais connu parce que réellement, David Diop n'a jamais vécu au Sénégal. Il est né en France, il n'a pas connu l'Afrique. Mais je vais vous montrer pourquoi, par la suite, au vers 6, pourquoi j'ai mis en rouge « jamais connu ». Maintenant, on va synthétiser un peu ce qu'on vient de voir ensemble par rapport aux procédés. Donc, les procédés d'écriture, on voit du vers 1 au vers 12 la double invocation. J'ai dit tout le long du poème, l'Afrique est évoquée, le mot est répété 8 fois, c'est dire l'importance de l'Afrique aux yeux du poète. L'Afrique est considérée comme étant un être humain, elle a une voix. Et, le poète lui parle, elle va lui répondre, elle lui dit également mon fils. Donc, la prosopopée, c'est quoi? C'est un procédé par lequel on prête la parole à un mort, à un absent ou à un être inanimé, ce qui est le cas de l'Afrique. On voit que le champ lexical de la famille est imposant également. Il part de grand-mère, sang, fils, l'effet de sens à travers ce champ lexical. Hein, ce champ lexical met l'accent sur l'idée qu'il y a un lien fort entre le poète et sa patrie. L'auteur évoque son attachement profond et intrinsèque à sa terre natale, mon Afrique. Il rend hommage à sa terre natale, à son histoire et à son peuple courageux et guerrier. Fier, guerrier, vers 2. Les premiers vers expriment une revendication identitaire et une grande fierté quant à sa culture ancestrale. Je vais passer maintenant au vers 5 jusqu'au vers 11. Je vois que le vers 6 m'interpelle, parce que là, je vois qu'il y a un « mais »
adversatif, qui a une articulation, mais il y a l'idée de concession. Je dois me poser la question, à quoi sert cet articulateur? C'est une sorte de clignotant qui m'interpelle. Je ne t'ai jamais connu. Je vous renvoie bien sûr à la biographie du poète pour vous dire tout simplement qu'il n'a pas vécu au Sénégal et c'est un poète qui est né en France. Donc il n'a pas connu, mais il dit « mais mon regard est plein de ton sang ». Il ne la connaît pas, sa patrie, mais il y a une concession, c'est qu'il y a un spectacle qui s'offre à ses yeux. Et le fait de ne pas connaître sa patrie ne veut pas dire qu'il ne sait rien sur elle, qu'il ne connaît rien sur elle. Et on voit que ce spectacle-là, mais mon regard est plein de ton sang. Ceci affiche déjà un tableau un peu macabre. Quand on parle de sang, on parle de mort. Ton beau sang noir à travers les champs répandus. C'est un sang qui est répandu. Et regardez bien les vers qui vont s'y succéder par la suite. Le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage de tes enfants. Je ne sais pas si vous êtes sensible à la répétition de chaque mot. Chaque mot est répété 2 fois. Sang, sang, sueur, sueur, travail, travail, esclavage, esclavage. Qui dit répétition pense également à l'idée d'une insistance. Comment expliquer cette insistance? Pourquoi insiste-t-il sur ces mots-là? La remarque s'impose d'elle-même. Il évoque à chaque fois un épisode noir qui a marqué l'histoire de l'Afrique. C'est un pays qui a subi des massacres, le sang répandu. C'est un pays qui a été exploité, la sueur de ton travail. C'est également un pays qui a subi des décennies, pour ne pas dire plus, d'esclavage, d'exploitation. Donc, c'est un pays qui a été martyrisé, exploité, et on voit que, quelque part, ces épisodes-là nous renvoient à une situation un peu chaotique dans l'histoire de l'Afrique. N'oubliez pas qu'on est dans un poème. Et on se demande comment est-ce que le poète va se rattraper pour compenser le manque qu'on a vu au début. Il n'y a pas de rime, il n'y a pas de strophe, il n'y a pas de maître. Comment va-t-il faire de son poème un poème à travers les procédés rythmiques qu'on n'a pas pu détecter au début? Parce qu'il a banni tout ce qui concerne la versification, la prosodie habituelle, traditionnelle. Comment va-t-il se rattraper pour rendre ce poème réellement un poème rythmé? On voit que déjà, on a parlé de la répétition. Qu'est-ce que la répétition d'un mot à la fin d'un vers, mais il est repris au début du vers suivant? Plein de ton sang, le sang de ta sueur. Sueur termine le vers 8, mais le mot est repris au vers 9. Travail termine le vers 9, c'est repris au vers 10, et esclavage se termine à la fin pour être repris au vers 11. Déjà, il y a l'idée d'enchaînement. Cet enchaînement suggère l'idée de quoi? De l'idée vraiment que cette souffrance a longuement duré dans l'histoire de l'Afrique. Comment appelle-t-on ce procédé rythmique? En fait, c'est une suite d'anadiploses. Qu'est-ce que l'anadiplose? C'est lorsque un vers, il est achevé, terminé par un mot, ce mot est repris au début du vers suivant. Donc nous avons une première anadiplose, AA, une seconde BB, une troisième CC, une quatrième DD. Quand il y a cette suite d'anadiploses, on parle de la concaténation. Et le choix d'ailleurs de la concaténation n'est pas arbitraire, parce que ça nous renvoie un petit peu à des siècles en arrière,
c'était le chant des esclaves quand ils travaillaient dans les champs. Et ils improvisaient des chansons et c'était des chansons codées pour prévoir les fuites, pour se passer des messages secrets. D'accord? Donc, vous voyez, même le rythme, il est inspiré de la réalité amère, telle que l'esclavage et l'exploitation, la réalité amère des Africains à un certain moment du passé de ce pays. Et la concaténation, elle figure dans les chants africains et ça émane essentiellement de la période de l'esclavage. Et ce genre musical est appelé le gospel. On a recours dans le gospel à la concaténation. On trouve même la concaténation dans le jazz, dans le blues. C'est toujours en rapport avec la culture africaine. Maintenant, le gospel, c'est l'un des genres les plus connus universellement. Et même nous, on a eu l'occasion cette année de recevoir un groupe qui chante le gospel, les 100 voix gospel, c'est connu mondialement. Vous voyez donc que le texte est d'une grande actualité et ça nous touche réellement. Passons maintenant au procédé qu'on vient de voir ensemble pour dire qu'il est important de comprendre ce que c'est que la concaténation. Donc, sous forme de synthèse, voilà, c'est une suite d'anadiplose, une figure de style où le même mot est employé à la fin d'un vers ou d'une phrase. Ce n'est pas uniquement dans la poésie. Et puis repris au début du vers suivant ou de la phrase suivante. L'effet de sens, c'est ça le plus important, parce que même quand on relève un procédé rythmique, il n'est pas fait arbitrairement, c'est pour donner un sens à ce qui est dit. Insister sur les épisodes noirs dans l'histoire de l'Afrique, à savoir le massacre, le sang répandu, l'exploitation, la sueur, l'esclavage, le mot est déjà cité, la situation elle est chaotique, c'est le chaos. Idée d'enchaînement dans la souffrance et les injustices subies. C'est très fort de la part du poète. Vous voyez, un seul procédé, comme il est porteur de sens. Et bien sûr, la concaténation nous renvoie à ce genre-là qui est né dans la chanson afro-américaine avec les esclaves et qui, de nos jours, devient un genre musical universel. C'est un procédé donc rythmique dans la musique afro-américaine utilisé dans les complaints. Donc, c'est généralement un procédé assez triste. C'est dans les complaintes, dans les pleurs, dans les gémissements. Et c'est né donc au XVIIe siècle grâce à des chansons improvisées par les esclaves avec des messages codés, et ce pour organiser des évasions. De nos jours, c'est un genre musical universellement connu. Bien, ici nous avons la deuxième invocation. Il s'adresse encore une fois à l'Afrique. On voit que l'auteur s'adresse, plutôt le poète, s'adresse à l'Afrique et on a l'impression qu'il lui pose une question, mais sur un ton indigné, pour ne pas dire révolté. Il lui dit « Est-ce donc toi ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humilité? Ce dos tremblant à zébrure rouge qui dit oui au fouet sur la route de midi ?» Qu'est-ce qui étonne, indigne le poète? C'est de constater que son Afrique est en train de souffrir. Comment? Il y a le mot fouet qui nous interpelle. Il y a également zébrure rouge, cette image inspirée du paysage africain. C'est les marques de ce fouet-là sur, je dirais entre guillemets, métaphoriquement, sur le corps de l'Afrique. Zébrure rouge, donc elle est fouettée, c'est à travers bien sûr les compatriotes qui sont martyrisés, qui sont torturés. Et là, elle se couche sous le poids, il y a un poids. Elle est là à subir un poids, le poids d'une humilité, mais est-ce que, quelque part là, est-ce que l'Afrique est dans son apogée, comme cela a été évoqué dans les premiers vers, dans cette fierté
des ancêtres, cette fierté évoquée à travers les guerriers, non. Elle garde le poids de l'humilité. Mais attention, le mot humilité ici, il ne faut pas qu'il soit pris au sens de modestie, loin de là. C'est de faiblesse, état d'abattement, de laisser aller, elle ne réagit pas. Et quelque part, cela révolte le poète. D'un côté, elle souffre, on voit, tremblant, fouet, zébrure, poids, à rattacher également avec le titre du recueil, le coup de pilin, de massue. Également, ça renvoie à cette torture-là. Et l'Afrique, qu'est-ce qu'elle fait aux yeux du poète? Elle ne réagit pas. On retient le champ lexical de la souffrance, poids, zébrure, tremblant, fouet. On relève le champ lexical, mais il ne faut pas oublier l'effet de sens. Pourquoi ce champ lexical? Ça nous présente une Afrique torturée, martyrisée. Il y a également le champ lexical de la soumission, se courbe, se couche, humilité. Quel effet de sens? État de démission, de faiblesse, absence de fierté. Mais il y a également l'assonance en O et en OU. On revient un petit peu là. Là également, notre poète va nous surprendre. Comment? À travers cette sonorité qu'on constate et qu'on entend en lisant le poème. On va la découvrir. Est-ce donc toi ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humidité? Ce dos tremblant à zébrure rouge qui dit oui au fouet sur la route du midi. Il y a le O et le OU, ils sont déjà marqués en rouge. Il y a l'assonance en O. Elle suggère, cette assonance suggère quel cri? Les cris de douleur. Le OU, on crie quand on a mal, on dit O et on dit OU. Et donc, vous voyez, même le rythme est évocateur de sens. On a l'impression que le vers lui-même gémit, que le vers crie de douleur, de torture. Et voyez, donc, l'auteur ou le poète s'est servi de l'assonance pour, je dirais, allier le rythme au sens des vers, à savoir la souffrance, elle est là, on la sent. On sent les cris de l'Afrique, on sent la douleur de l'Afrique, rien que par l'emploi de cette assonance. Et c'est pour ça qu'on sent qu'il y a une musicalité, c'est pas dans le sens euphorique, mais un rythme qui traduit le cri de douleur, on le sent. Donc le rythme également là, il est au rendez-vous, il est au service du sens, à savoir l'emploi des assonances. Et il nous surprend encore une fois, David Diop, comment il peut se rattraper en compensant la versification classique. Il reprend donc le rythme dans le vers, à l'intérieur du vers. Le vers lui-même parle. Et c'est ça sa force, en se rattrapant de cette manière, comme on l'a vu tout à l'heure dans la concaténation. Ici, c'est à travers l'assonance. Une synthèse s'impose, une image touchante et pathétique, relatant une souffrance illimitée et héritée de génération en génération, telle une malédiction. Il brosse un tableau noir d'un peuple humilié et asservi, ayant perdu sa gloire et son honneur. Un présent malheureux et piteux se substitue à un passé glorieux. Sauvagement exploité, l'Afrique perd sa dignité et sa gloire. Et là, on est devant la fameuse réponse de l'Afrique. Mais la réponse de l'Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas donnée de suite. À un certain moment, le poète arrête le discours et intervient en tant que narrateur. On est là au vers 17 dans le récit, attention. Et donc, il perd là son statut de locuteur. Ce n'est pas
quelqu'un qui s'adresse, ce n'est pas le poète maintenant qui s'adresse à la patrie, c'est ici le narrateur. Alors, gravement, une voix me répondit, on a dit c'est un vers narratif, il sert à quoi? Il prépare un peu la réponse de l'Afrique. Comment est-ce qu'elle va prendre les accusations ultérieures du poète? Hein? Il lui reproche sa faiblesse, sa démission, sa gloire perdue, et devant tout ça, elle est soumise, elle ne réagit pas. Donc voilà, la voix, comment va-t-elle être? Elle va être grave. Comment grave, c'est-à-dire solennelle. C'est une voix qui va montrer son mécontentement. À travers quoi? À travers l'adverbe gravement, qui dit tout sur la tonalité que doit et va adopter l'Afrique. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendidement seul au milieu des fleurs blanches et fanées. C'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse patiemment, obstinément, et dont les fruits ont peu à peu l'amère saveur de la liberté. Bien. Elle lui dit fils, revenant un petit peu au champ lexical de la famille, le rapport donc mère et fils. Mais elle dit aussi que c'est un fils impétueux. C'est-à-dire, quelque part, elle annonce un petit peu sa colère. C'est un fils qui est un peu dans l'audace, hein, de lui répondre de cette manière, de lui parler, de s'adresser à elle de cette manière, et de lui faire autant de reproches, surtout concernant sa fierté, sa gloire, et cette attitude-là, à ses yeux, comme étant quelqu'un, ou plutôt une patrie, qui se laisse aller dans cette situation un peu dégradante par rapport à ce passé-là glorieux. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle va répondre d'une manière métaphorique, et regarder et apprécier cette belle métaphore filée. Vous savez que pour expliquer une métaphore filée, on doit d'abord retenir la métaphore initiale qui, petit à petit, va être développée d'un vers à l'autre pour prendre plusieurs vers ou bien plusieurs phrases. Ce n'est pas uniquement dans le cadre d'un poème. Alors, si on revient un petit peu à la métaphore initiale, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver cet arbre robuste et jeune, c'est l'Afrique, ton Afrique, qui repousse patiemment, et vous connaissez la suite du poème. Nous avons l'arbre, qui est le comparant. Nous avons l'Afrique, le comparé. Que fait l'auteur? Il va comparer l'Afrique à un arbre. Quelles sont les qualités de l'arbre? C'est un arbre robuste, donc fort. Comment il est jeune, hein, dans toute sa force. Il est seul. La solitude, hein, de l'arbre. Et c'est un arbre également qui repousse. Et là, le verbe repousser, on ne peut pas passer sans s'attarder un petit peu au sens de ce verbe. Il est polysémique, pourquoi? Parce qu'on peut penser un peu à un arbre qui est en train de croître. Hein, il est jeune, il est robuste, mais il est en pleine croissance, en pleine évolution. Mais c'est également un arbre qui se défend et qui est en train de repousser le colonisateur. Ceux qui sont le l'homme blanc qui est venu pour exploiter les champs blancs, déjà mentionnés à travers l'expression fleurs blanches et fanées. Les fleurs blanches, ça renvoie au champ de coton. Hein, l'homme blanc, il est venu exploiter l'Afrique, exploiter les richesses de l'Afrique. Et l'Afrique, elle est là, en train de prendre ses forces, mais ces forces-là vont être utilisées pour rejeter cet envahisseur, pour rejeter les colonisateurs et prendre possession de sa terre. Et on voit que ce combat n'est pas facile à être mené. Il est peut-être suggéré par l'adjectif fané, hein, qui montre que le combat pour la liberté, ce n'est pas un combat facile. Une autre expression, un autre adjectif le confirme, amère saveur de la liberté. La liberté a une saveur, mais elle est amère. Pour quelle raison? Parce qu'elle va
absolument être accompagné de souffrances, de morts, de combats, de luttes hein, et de tortures. Ce n'est pas une tâche facile que de reprendre ses droits à la liberté. Ce combat ne va pas être facilement mené par l'Afrique. Et la force de la métaphore filée, où est-ce qu'elle est cette force? C'est que toutes les qualités de l'arbre là, que vous remarquez jeune, robuste, seul, amer saveur, fleurs blanches, vont être attribuées comme par magie à l'Afrique. Comment? Grâce à ce pouvoir de cette image qui est celle de la métaphore filée. Il va y avoir un transfert de sens. L'Afrique, elle est robuste. L'Afrique, elle est jeune. L'Afrique, elle est seule. L'Afrique est en train de repousser. Hein, elle est en train de croître, d'évoluer. Hein, mais également, elle est en train de repousser le danger, de repousser la colonisation. Elle est en train de se combattre pour acquérir sa liberté hein, à un prix qui va être chèrement payé. D'accord? On va parler donc de ces qualités-là comme étant un réseau lexical. Ce réseau lexical va, comme par magie, grâce à la métaphore filée, va être transféré à l'Afrique qui va avoir tous les mérites de l'arbre, d'où la beauté, bien sûr, de cette image-là. Bien. On retient également l'allitération en S. L'allitération, c'est quoi hein? C'est le fait qu'il y ait un son. Ici, c'est la consonne S qui revient. De quelle manière? On revient un petit peu au poème. Il y a splendidement seul cet arbre là-bas, splendidement seul au milieu des fleurs blanches et fanées. C'est l'Afrique. Ton Afrique qui repousse. Déjà repoussée, on aurait dû mettre le S en rouge et le C également, qui repousse patiemment, obstinément, et dans les fruits, on peu à peu l'amère saveur de la liberté. Il y a le sens qui est là. D'accord? Il y a une allitération en S. Que suggère ce son? Il y a comme un sifflement, c'est-à-dire dans le travail de l'Afrique, hein, dans cette énergie-là qu'elle va déployer pour revendiquer sa liberté. Dans ce travail qui est en train d'être accompli, je dirais même si c'est silencieux, hein, ce n'est pas visuel, on le sent. Il y a le son S, c'est une sorte de gestation, de mouvement, de dynamisme qui montre que l'Afrique, ce n'est pas un pays inerte. L'Afrique, ce n'est pas un pays qui subit. C'est un pays qui se tient fort à l'image de l'arbre et si on est attentif à ce que fait l'Afrique, à son combat, hein, le vers, il est là pour suggérer cette idée de dynamisme, de travail et de gestation, hein, qui n'est pas visuelle, mais plutôt auditive. Grâce à quoi? Grâce à l'allitération. Ce travail de l'Afrique, ce combat, ce très beau combat de l'Afrique, nous renvoie à un mot, je dirais que de nos jours, il est d'actualité. C'est un mot d'origine anglaise, à savoir la résilience. C'est un peu l'état de l'Afrique. Qu'est-ce que la résilience? La résilience, c'est le fait de passer par plusieurs épisodes chaotiques, tels que c'est le cas de l'Afrique. La souffrance, l'exploitation, l'esclavage. En principe, un pays qui a subi autant de malheurs, hein, généralement, il finit par être abattu, écroulé. La résilience, en fait, est un phénomène psychologique. Hein, je dirais une explication un peu moderne, c'est le fait de faire de ces moments d'abattement, de ces chaos-là, une source de force qui nous donne toute la force et la grandeur d'être munis de combat, de courage, et ça va être comme une sorte de catalyseur pour rebondir et aller de l'avant, et non pas reculer et accepter cet état d'abattement. C'est ça la résilience, et c'est en fait l'état dans lequel se trouve l'Afrique.
la souffrance, l'exploitation, l'esclavage vont être utilisés par l'Afrique comme un ressort psychologique pour rebondir, et moral pour renaître et s'affirmer. Ainsi, les traumatismes deviennent source de force et non pas de faiblesse, source de force et d'endurance et non pas de faiblesse et de soumission. Comme c'est beau. Une synthèse là s'impose, l'image de l'Afrique solitaire qui repousse et qui se redresse symbolise la résurrection de l'Afrique. Elle revendique farouchement ses droits à la vie et à la liberté. La réponse de l'Afrique, de la mère patrie, lui restitue sa force sauvage et son statut d'Amazone. Le combat vers la liberté se poursuit dans la souffrance, la patience et la résistance. Retenez les deux adverbes, c'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse patiemment, obstinément. Ce sont deux adverbes qui ont leur poids à l'intérieur de cette métaphore, deux adverbes d'intensité qui montrent la force de ce combat de l'Afrique. Patiemment, obstinément. Et finalement, on ne peut pas passer sans voir la fin du vers 27 et la fin du poème qui s'achève sur une note positive, la liberté. Certes, la liberté est adorée par tout le monde, mais la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. La liberté demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de combats, et c'est le cas de figure de l'Afrique, la patrie du poète. Donc on a parlé d'un discours énonciatif qui contient un vers narratif, mais ça reste toujours un échange entre le poète et l'Afrique, sa mère patrie. Dans cet échange fictif et poétique entre le poète et l'Afrique, David Diop nous communique avec une subtilité métaphorique et prosodique les injustices et les souffrances subies par le peuple africain. Lequel peuple guerrier, patient et robuste, renaît de ses cendres, tel un phénix, pour brandir sa volonté de vivre dignement et librement. Dans une explication de texte, c'est bien d'expliquer le texte, c'est bien de comprendre, d'être sensible aux images évoquées, mais on ne sort pas démuni lexicalement. Il y a un apport lexical derrière chaque explication de laquelle chacun de vous doit tirer profit. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre en expliquant avec mon prof tel texte ou tel autre? Je ne parle pas uniquement du poème de David Diop, mais il faut sortir d'une certaine richesse lexicale qui va alimenter mon bagage et qui va me permettre d'améliorer l'écrit, parce que l'explication de texte, qu'elle visait, c'est comprendre comment un poète réfléchit, comment un écrivain réfléchit, de quel sujet on parle, quelles sont les causes défendues, etc. Donc, quelque part, on doit avoir les moyens de nous exprimer. C'est une opportunité pour donc s'enrichir de certains mots que vous ne connaissez peut-être pas, comme allitération. Lors d'une explication dans un procédé d'écriture, dans votre étude de texte, je peux utiliser le rythme pour expliquer le sens. À part les procédés syntaxiques, lexico-stylistiques, j'ai également les procédés rythmiques qui peuvent faire office de procédés d'écriture. Pourquoi ne pas sauter sur l'occasion et les utiliser pour répondre à une question en rapport avec un poème. L'allitération, c'est la répétition d'une ou de plusieurs consonnes. Le poème en parle d'une manière très éloquente. L'assonance, c'est la répétition d'une ou de plusieurs voyelles dans un vers ou une phrase. La métaphore filée, c'est une suite de métaphores sur le même thème. On a vu l'arbre et l'Afrique. La première métaphore en engendre d'autres. Elle est développée sur plusieurs vers, c'est le cas. Construite à partir du même comparant et développant un champ lexical dans la suite du texte. On s'est attardé un petit peu sur l'adjectif impétueux, qu'on ne connaît pas, qui veut dire violent, audacieux. La concaténation
hein, c'est un procédé rythmique, une figure de répétition, donc il y a l'idée d'insistance. Pourquoi cette insistance-là? On en a parlé longuement, hein, qui consiste donc à placer 2 fois de suite le même mot à la fin de la phrase qui finit et au commencement de celle qui commence par la suite pour donner plus de force à l'idée et pour insister surtout. Donc, et finalement, la résilience, j'ai dit, c'est un mot nouveau parce que c'est un mot anglais, c'est pas à l'origine, c'est un mot anglais et c'est un phénomène psychologique. C'est lorsqu'une personne, c'est pas uniquement l'arbre, hein, ça peut nous concerner. Comment est-ce qu'on peut, à partir d'une situation chaotique, faire de ce chaos une force pour rebondir dans la vie? Et c'est ça, hein, même pour vous en tant qu'élève, quand vous êtes des fois dans un état de faiblesse, il faut se dire non, je suis capable donc hein, d'aller de l'avant, capable de dépasser cette faiblesse-là. Et c'est ça la résilience, c'est faire d'un moment de faiblesse un ressort psychologique pour aller de l'avant. Et bien sûr, le cas de l'Afrique, elle était secouée par les malheurs de la vie, également les malheurs pendant les épisodes de l'histoire. Et ces secousses-là ne vont pas l'affaiblir, ils vont lui donner plus de force psychologique. Et elle a montré réellement, elle est en train de renaître, de repousser. On a expliqué le verbe repousser, patiemment, obstinément. Donc, cette situation chaotique ne l'a pas aplatie, ne l'a pas terrassée. Elle rebondit avec la même fierté d'outre-temps, la même fierté de jadis. Et on a une Afrique digne qui a la tête relevée et non pas humiliée, comme ça a été évoqué. Et ça a été un peu le reproche du poète. À part l'apport lexical, j'ai un poème. Je ne peux pas passer à côté de la beauté de ce poème. Je ne peux pas ne pas être sensible à la beauté de ces vers-là. La poésie, hein, on l'explique aussi pour retenir des vers beaux que je peux introduire dans ma rédaction. Hein, c'est comme des perles hein, qui vont embellir un peu ce que j'écris. Et ça montre un petit peu votre culture générale, que quelque part, vous avez une culture littéraire qui va vous permettre d'appuyer ce que vous avez écrit par des citations telles que celle de David Diop, quand il dit « c'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse patiemment, obstinément, et dont les fruits peu à peu, l'amère saveur de la liberté ». C'est en parfaite adéquation avec le thème de la liberté. Donc là, on est dans un cas d'intégration. Intégrer ce que vous avez appris sur le plan lexical, intégrer également ce que vous avez pris comme phrase, dénicher comme idée, un texte par-ci, un texte par-là. On prend une idée, on prend un vers, on prend une phrase, une citation, et ça ne fait que qu'embellir votre production et donner une bonne, je dirais, impression en vous lisant, en montrant que vous avez un bagage littéraire qui se défend. Donc on voit qu'on a travaillé un peu sur les formes poétiques, essentiellement le vers libre. Le temps, surtout au début, c'est le lyrisme quand il évoque l'étape ou la période d'un passé élogieux, et pathétique lorsqu'il parle bien sûr de l'abattement de l'Afrique, de la soumission et de l'exploitation, de l'esclavage. La tonalité, elle devient pathétique. Je dirais des fois même, à la limite un peu tragique, hein, mais on va se limiter à pathétique parce qu'on ne va pas multiplier les tonalités dans le poème. Et je pourrais, par conséquent, placer ce poème dans un courant littéraire, à savoir, surtout notre poète David Diop appartient à un courant littéraire qu'on appelle la négritude, et c'est un courant également politique qui rassemble des écrivains noirs francophones qui revendiquent l'identité noire et la culture des peuples noirs. On cite à titre d'exemple Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire. Mais dans un contexte plus large, ce poème peut être placé dans la littérature
engagé qui englobe bien sûr ce courant littéraire, mais dans un esprit plus large, universel. Ça englobe tous les écrivains. Mais comme on est, on est par rapport à la matière, on étudie la littérature française, je vais me limiter dans la citation des noms des écrivains aux auteurs et écrivains français. Notre séance prend fin. Je tiens à remercier M. Semi Slimi pour son encadrement par rapport à cette séance de lecture. C'est l'inspecteur de la discipline de l'Ariana. Merci pour votre attention.